Bien, Monsieur le ministre, chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Clément Beaune, ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions aujourd'hui. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du Consortium international des journalistes d'investigation ont publié ce qu'il est désormais convenu d'appeler les Uber Files, s'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine, datés de 2013 à 2017. Cette enquête a dénoncé les méthodes de lobbying de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, des VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes réservées jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objectifs. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. D'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber, l'ubérisation en France et les réponses à apporter par les décideurs publics en la matière. Dans ce cadre, nous avons été largement interpellés sur l'évolution de la concurrence et la réglementation entre les taxis et les VTC depuis l'émergence des plateformes numériques telles qu'Uber en 2013. Malgré le lobbying d'Uber vis-à-vis des décideurs publics de l'époque de tous bords pour imposer son modèle, la réglementation a systématiquement évolué pour permettre la coexistence pacifiée entre les taxis et les VTC et l'encadrement de ces nouvelles pratiques, d'abord avec l'adoption de la proposition de loi Thévenoud, puis celle à l'initiative de Laurent Grandguillaume. Près de 10 ans plus tard, quel bilan faites-vous de l'évolution de la concurrence entre les différents acteurs, de l'application de la réglementation en vigueur dans le secteur du transport public particulier de personnes en France? Il nous a beaucoup été indiqué au cours de ces auditions qu'avant l'arrivée de ces acteurs et l'évolution de la réglementation, il y avait une insuffisance au fond de l'offre à Paris notamment, mais en France comparée aux autres capitales comparables. Quel bilan faites-vous et quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'offre de transport public particulier de personnes à Paris et en France comparée au marché européen et nord-américain? Notre commission d'enquête a notamment constaté un manque de données pertinentes parfois pour comprendre l'évolution du marché de la maraude réservée aux taxis et celui de la réservation préalable sur lequel taxis et VTC sont en concurrence. Pouvez-vous expliquer ces situations? Disposez-vous des données qui vous paraissent suffisantes pour pouvoir exercer votre autorité sur ce secteur? Sur le plan environnemental, j'ai noté que le ministère des Transports a fait de la décarbonation du secteur une priorité. Dans ce cadre, nous aimerions savoir quel est l'impact du développement des VTC, de la livraison sur les émissions polluantes du secteur des transports et si vous en faites un axe de votre action. Sur le plan social, nous avons relevé que le ministère des Transports assure avec le ministère du Travail, que nous venons d'auditionner, la tutelle de l'ARP, l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi créée en avril 2021 pour réguler les relations sociales entre plateformes de mobilité et travailleurs. Pouvez-vous nous indiquer de quelle manière le ministère procède pour assurer cette tutelle et quel bilan vous tirez des premiers accords, notamment conclus au sein de l'ARP? Enfin, le projet de directive européenne relative à l'amélioration des conditions de travail via les plateformes vous paraît-elle de nature à renforcer l'existence d'une concurrence saine et non faussée entre les taxis et les VTC? Quelles seraient les conséquences sur le secteur du T3P de l'instauration d'une présomption de salariat telle que souhaitée par le Parlement européen? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la position de la France sur le débat sur cette directive qui est en cours de discussion dans le trilogue? Nous aurons bien sûr d'autres questions à vous poser avec mes collègues. Je vous propose d'entamer nos discussions à ce stade. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole, je vous rappelle, Monsieur le ministre, que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à lever la main droite, activer votre micro et dire « Je le jure ». Je le jure. Merci. Je vous laisse la parole, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Merci de me donner cette occasion d'essayer de répondre le plus précisément possible aux questions de fond que vous avez soulevées. Comme vous le savez, je suis dans la responsabilité de ministre délégué chargé des Transports depuis un peu moins d'un an. Et donc, je ne saurais m'exprimer sur l'ensemble des épisodes précédents. Mais il y a évidemment, depuis notamment 2014, le vote successif de deux lois, une ordonnance qui a été prise en 2021 sur la question de la régulation sociale en particulier, un cadre
qui s'est déployé pour réguler notamment ces véhicules de transport avec chauffeur, les VTC, et organiser les relations avec la profession de taxi. Je m'inscris dans une relative continuité, j'y reviendrai, car je pense que par petites touches, un équilibre a été trouvé dans cette régulation et que c'est maintenant essentiellement sur le plan social que nous devons faire des progrès. Je reviendrai aussi sur la question environnementale sur laquelle vous m'avez interrogé. Et puis, si vous le permettez rapidement, de dire un mot, car je crois que c'est cohérent avec cette approche, des sujets d'accessibilité qui sont aussi une des grandes transformations de ce secteur. Pour donner quelques rapides éléments de bilan, et je me tiendrai évidemment à la disposition de votre commission pour les préciser, sur l'impact de l'ouverture de ce secteur, qui ne touche pas que la France, évidemment, puisque le développement des VTC, comme on les appelle dans notre droit, est une tendance européenne et mondiale dans toutes les économies développées liées au développement d'applications numériques depuis le milieu des années 2010 à peu près. Aujourd'hui, sur le volet de l'emploi, ce sont environ 40 000 chauffeurs de VTC qui sont dits actifs, selon les informations dont nous disposons. Actifs dans le sens où il y a beaucoup plus de cartes professionnelles qui sont délivrées, environ 100 000 à la fin de l'année 2022. Mais les chauffeurs qui ont une activité régulière sont estimés par nos services et ceux du ministère du Travail à environ 40 000 qui ont des revenus principaux ou complémentaires liés à cette activité. Je le dis très clairement, mon appréciation, c'est que ce développement s'est montré bénéfique car il a renforcé l'offre. Il n'a pas eu d'effet, en tout cas rien ne le démontre, au contraire de substitution ou d'éviction par rapport à la profession de taxi. Quand on regarde dans quelques ordres de grandeur très rapides l'évolution depuis 2014-2015 et l'arrivée de ces services de VTC, on a aujourd'hui 100 000 cartes, je le disais, 40 000 chauffeurs recensés comme actifs, et à côté de cela, le nombre de taxis a aussi évolué au niveau national à la hausse, atteignant à peu près 60 000 aujourd'hui. Quand on regarde cette proportion, 60 000 chauffeurs de taxi sur le territoire national, 40 000 chauffeurs de VTC actifs, on voit que c'est un quasi-doublement de l'offre de T3P, de transport public particulier de personnes, qui a été permis. Et pour faire le lien également avec la question environnementale, rien n'indique, même au contraire quand on regarde les développements respectifs des modes de transport, que cela se serait fait au détriment, ou là aussi par effet d'éviction, sur les transports publics collectifs que nous devons évidemment, je ne rentrerai pas dans le détail de toute la politique des transports, je crois que ce n'est pas l'objet, mais développer absolument en priorité. Donc dans nos villes, cela a apporté des solutions de transport complémentaires. Quand nous regardons d'ailleurs la comparaison de notre capitale, vous m'avez invité, avec les grandes agglomérations et métropoles européennes et mondiales, il y a une offre qui est à peu près 4 fois supérieure en équivalent T3P, et notamment sur les VTC, l'équivalent des VTC, dans une capitale comme Londres ou dans une capitale comme New York, qui sont aussi des grandes métropole touristique internationale, pour prendre des exemples comparables. On le sait, nous avons un nombre d'autorisations de stationnement, comme on dit pour les taxis, qui est faible à Paris en particulier par rapport aux grandes capitales internationales. Donc les VTC ont aussi apporté un complément, je crois, utile dans ce système de transport complémentaire. Alors, où en est-on de la régulation? Je ne reviendrai pas sur les différentes étapes. Je sais que vous avez déjà effectué un grand nombre d'auditions. Je ne reviendrai pas donc sur le détail de la loi Thévenoud, de la loi Grand-Guillaume, de l'ordonnance qui a été prise par le gouvernement précédent et confirmée par une loi de début 2022, notamment sur cet aspect de régulation sociale, ou par la loi d'orientation des mobilités. Mais si je regarde les sujets sur lesquels nous devons renforcer notre action, j'en vois deux principaux. D'abord, et cela relève en partie de mes services, de ceux du ministère de l'Intérieur, la lutte contre la fraude. Il y a des commissions locales, départementales du T3P qui prononcent un certain nombre de sanctions qui sont à quelques unités par an, il faut être tout à fait honnête. Alors cela peut vouloir dire qu'il y a peu de dérives par rapport aux règles, peut-être cela veut dire aussi que les procédures de sanctions doivent être mieux connues, mieux appliquées ou améliorées. Je suis prêt à regarder, notamment sur la base peut-être des travaux de votre commission, comment renforcer cette lutte contre la fraude. Cela nécessite aussi une action des services, en particulier de la préfecture de police, dans le périmètre de Paris, de la Petite Couronne, et le préfet de police, Laurent Nounès, est déterminé à renforcer non seulement les actions, mais aussi les effectifs de ce qu'on appelle familièrement les BOR,
qui font toute une série de contrôles sur le respect d'obligations légales ou réglementaires, mise à disposition d'un terminal de paiement électronique, évidemment l'absence totale de discrimination, le respect des compteurs, etc. Et donc là, je crois qu'il y a des actions qui sont déjà puissantes et que nous renforcerons dans les semaines et les mois qui viennent, notamment, mais c'est une occasion et cela durera au-delà, à l'occasion donc des Jeux olympiques et paralympiques que notre capitale accueille l'année prochaine. Et puis le volet central, c'est la question des droits sociaux. Et là, il y a les suivis, avant d'être ministre des Transports, en partie, comme ministre chargé des Affaires européennes, une action nationale et européenne qui est importante. Sur l'action nationale, je suppose que mon collègue Olivier Dussopt l'a détaillé, que la Première ministre Elisabeth Borne, que vous auditionnez et qui a exercé la responsabilité de ministre chargé des Transports et du Travail, détaillera mieux que moi. Mais nous le savons, nous avons mis en place progressivement un cadre social ad hoc qui permet des négociations sociales dans le secteur, qui a permis un certain nombre de garanties de droits sociaux, des cotisations notamment en matière d'accidents du travail depuis la loi de 2016. Et puisque vous m'interrogez spécifiquement sur ce point et que cet établissement public est sous la co-tutelle de mon ministère, la mise en place, en effet, de l'ARP, de l'autorité des relations sociales pour les plateformes d'emploi. Il y a des accords qui ont déjà abouti. Avec Olivier Dussopt, nous étions rendus conjointement au siège de l'ARP avec les organisations des plateformes et des chauffeurs pour consacrer, si je puis dire, l'accord qui avait été trouvé sur une rémunération minimale par course, un revenu minimum par course de 7,65 €, qui est une étape, et nous l'avons dit, une simple première étape, mais une étape importante. Et pour répondre directement à votre question, mon sentiment est que ce cadre social commence à produire ses effets. Quand nous regardons les différents paramètres, le taux de participation, par exemple, à l'équivalent des élections professionnelles, il est faible, c'est vrai, mais ce fut une première élection. Et quand on compare à des très petites entreprises, par exemple, où le taux ne dépasse pas ou guère plus de 5%, nous avons des taux de participation, certes faibles, mais qui vont s'accroître, j'en suis convaincu, qui seront mieux connus, qui sont cohérents avec un secteur qui est encore très fragmenté et assez nouveau, et cohérents, malheureusement, si je peux dire, avec une faible participation dans beaucoup de petites structures. Donc c'est une étape qui a permis des avancées sociales. Il y a un accord de méthode qui a été conclu au même moment en début d'année qui permet aussi des discussions complémentaires et la presse s'en est fait l'écho ces derniers jours. Il y a des discussions en cours sur la question des revenus minimums pour aller au-delà de l'accord de janvier 2023. Sur l'échelon européen, il y a un débat important qui est ouvert, qui relève davantage du ministère du Travail que du ministère des Transports, mais je vais en dire un mot, l'ayant connu, que je dois vous dire toutes les informations que je connais, comme ministre chargé des Affaires européennes. Je tiens à le préciser, à le rappeler, et je crois que la Commission européenne peut en témoigner, que les députés européens peuvent en témoigner. C'est la France qui est à l'initiative de l'existence d'une proposition de directive européenne. Je peux témoigner dans mes échanges avec le commissaire à l'emploi, qui est encore en fonction, M. Schmitt, quand j'étais secrétaire d'État aux affaires européennes. J'ai vérifié mon agenda, je l'ai rencontré pour la première fois peu de temps après être arrivé en fonction, dès septembre 2020, bien avant la présidence française de l'Union européenne qui en avait fait un axe important. Nous avons demandé qu'il y ait un texte, pas seulement des recommandations, des lignes directrices, comme on fait parfois au niveau européen, mais un texte juridique qui apporte une régulation à l'échelon européen. Pour plusieurs raisons. Pour la première raison qui est d'apporter des garanties sociales importantes, de le faire à l'échelon européen parce qu'on voit bien que tous les pays sont confrontés aux mêmes défis et que, en l'absence de règles communes, il y a des règles très différentes qui se comparent les unes aux autres plus ou moins bien. Et puis il y a une action qui a apporté des protections sociales réelles en justice, mais des décisions parfois éparses qui ne décident pas un cadre social garanti, lisible, protecteur. Et c'est le sens de cette demande que nous avons portée au niveau européen. Et ensuite, la Commission européenne a effectué un certain nombre de consultations, proposé un texte qui repose, comme vous le savez, sur l'idée d'une présomption de salariat. Et pour être transparent jusqu'au bout, c'est à la fois la France qui a demandé qu'il y ait une directive et un texte européen, et la solution que nous avons préconisée, comme quoi la Commission européenne a écouté plus largement, alors qu'elle était au départ réticente à l'idée même d'un texte, c'était de garder la même logique qu'au niveau national, c'est-à-dire définir un cadre ad hoc et de ne pas plaquer à 100% le modèle du salariat sur une activité nouvelle et sur une activité, j'y insiste aussi,
qui est très diversifié. On parle beaucoup des chauffeurs et des livreurs, à juste titre, mais il y a toute une série d'autres activités, d'organisation événementielle, de prestations informatiques, etc., qui ne sont d'ailleurs pas toujours des activités mal rémunérées ou peu qualifiées. Donc il y a une très grande diversité de plateformes, notamment en France et partout en Europe. Et donc notre conviction profonde a toujours été de dire qu'il était préférable, c'est un débat, qu'il est très préférable d'avoir un cadre social ad hoc pour protéger les vrais indépendants et sanctionner les employeurs de fait de faux indépendants, mais garder cet équilibre entre les deux, car quand on interroge un certain nombre de plateformes, comme je l'avais fait à l'époque où j'étais secrétaire d'État aux affaires européennes, beaucoup disent nous voulons garder une indépendance, une autonomie, mais avec les droits sociaux renforcés. Et donc cette troisième voie, si je puis le dire ainsi, que nous avons défendue en France, très en avance sur beaucoup de pays, nous l'avons portée au niveau européen. Ce n'est pas le choix qui a été fait par la Commission européenne. Et aujourd'hui, ce débat est encore en cours. Je dirais simplement, puisque je ne suis pas en charge de cette négociation européenne aujourd'hui, qu'il faut, à mon avis, préserver deux objectifs. D'abord de la différenciation, parce que comme je l'ai dit, les critères, les fonctionnements, les niveaux de rémunération des activités de plateforme ne sont pas tous les mêmes. Et puis de la clarté, parce que si les critères de présomption ou d'inversion de la présomption de salariat ne sont pas clairs, c'est un des points que la France et d'autres pays soulèvent, nous ne serons pas protecteurs, bien sûr, pour les acteurs économiques, mais surtout pour les salariés, entre guillemets, ou les acteurs qui seraient requalifiés en salariés, parce que chacun veut savoir, évidemment, quel cadre social lui est applicable. Pardon d'être un peu long sur ce sujet, je l'ai suivi plutôt dans des fonctions antérieures, je n'en suis plus directement chargé aujourd'hui, je sais qu'Olivier Dussopt le suit principalement comme ministre du Travail de très près et a sans doute apporté des réponses. Je voudrais juste finir, si vous me le permettez, sur un point, puisque vous parlez des évolutions du secteur, qui relève, lui, directement de ma responsabilité, avec la ministre chargée du handicap, c'est la question de l'accessibilité. C'est un vrai sujet de transformation du secteur du T3P, taxi et VTC, et notamment pour les Olympiques et Paralympiques, mais ce sera évidemment un héritage. Nous avons mis en place, et j'ai voulu renforcer le dispositif de passage à 1000 taxis, puisque ce seront plutôt des taxis, accessibles aux personnes à mobilité réduite sur le périmètre des taxis parisiens d'ici 2024. Et la loi olympique que votre Assemblée a votée récemment, que le Parlement a adoptée définitivement récemment, permet de délivrer des autorisations de stationnement supplémentaires dans un but d'accessibilité conditionné à des travaux d'accessibilité du véhicule. Je ne serai pas trop long sur ce sujet, mais puisque vous parliez des défis du secteur, les transformations du secteur, je me devais aussi de l'évoquer. Je vous remercie.